Il y avait des vendredis qui commençaient, comme tous les autres, et finissaient par tout changer. Ce vendredi-là, le ciel, au-dessus de Roissy, était d'un gris dense, presque solide, le genre de ciel de novembre qui pèse sur les épaules des gens pressés et ne laisse filtrer aucune lumière. Les pistes du terminal 2e brillaient sous les projecteurs artificiels, et l'air sentait le kérosène froid mêlé à cette odeur particulière des aéroports internationaux. Café réchauffé, parfum duty-free, anxiété contenue. Le vol AF006, Paris-Charles de Gaulle pour New York JFK, décollage prévu à 22h15, était en phase d'embarquement final. Camille Moreau attacha le dernier bouton de sa veste bleu marine devant le miroir étroit des vestiaires de l'équipage, avec le soin minutieux de quelqu'un qui ne croit pas encore tout à fait à ce qu'il voit. 28 ans, fille d'un mécanicien de Saint-Denis et d'une cuisinière d'école publique, elle avait passé 4 ans à compter des billets de 50 € dans une petite enveloppe glissée sous le matelas d'un studio de 22 mètres carrés à Montreuil. 350 € par mois mis de côté sur un salaire de 1650 €. Elle avait fait le calcul tellement de fois qu'il était gravé dans sa mémoire comme une cicatrice douce. 16 800 € en 4 ans pour financer la formation de navigante de cabine, les examens médicaux, les frais d'inscription. Chaque mois sans imprévu était une victoire. Et les imprévus dans sa vie n'avaient jamais manqué. Elle vérifia ses cheveux une dernière fois. Le chignon était parfait, peut-être trop parfait, l'excès de soin de celle qui ne veut rien laisser au hasard le jour où tout ce qu'elle avait construit allait enfin commencer. Sa mère lui avait envoyé un message à 19h. « Mange quelque chose avant de monter dans cet avion. » Elle n'avait pas mangé. L'estomac trop serré, la tête trop pleine de checklists et de procédures mémorisées pendant 3 semaines, d'un entraînement où elle avait appris à maîtriser les réflexes du corps avant ceux de l'émotion. Sa première route internationale. Son premier vrai vol. Le couloir qui menait à l'avion était long et légèrement incliné, et Camille le parcourut en ressentant chaque pas comme quelque chose d'irréel. Elle pensa à son père, qui rentrait le soir avec les mains noires de cambouis, et levait la tête vers le ciel, dès qu'un avion passait, juste pour regarder. Elle pensa aux après-midi où elle s'asseyait sur le toit de l'immeuble de la cité, avec ses cousins pour regarder les lumières clignotantes disparaître vers l'ouest. Elle pensa à toutes les personnes qui lui avaient dit que c'était une belle idée, mais difficile, que le secteur était compliqué, que les salaires de départ ne valaient pas les années de formation. Elle pensa à tout cela exactement 2 secondes, puis elle entra dans l'avion et commença à travailler. La classe à faire du long courrier était déjà aux 3/4 remplie. Des hommes en costume sombre, des femmes avec des ordinateurs ouverts sur des tablettes pliantes, l'air discret et habitué de ceux qui voyagent comme d'autres prennent le métro. Camille avançait dans l'allée centrale, vérifiant les rangements supérieurs, s'assurant que les compartiments étaient correctement fermés, distribuant des sourires professionnels avec la précision d'un métronome. À sa droite, le siège 3C. À sa gauche, 3B. Elle progressait vers l'avant, et puis elle s'arrêta, pas parce qu'elle l'avait décidé. Son corps avait pris la décision avant elle, une fraction de seconde d'immobilité involontaire, comme si quelque chose dans l'air avait changé de densité. Elle leva les yeux vers le siège 2A. Alexandre Delacroix était là. Il avait 37 ans, les tempes légèrement grisonnantes, le costume bleu nuit d'un homme qui n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit par ses vêtements. Il était complètement immobile, les 2 mains posées à plat sur les accoudoirs. Et il la regardait avec une expression que Camille ne sut pas nommer immédiatement. Pas la surprise, pas la joie, quelque chose entre les deux qui ressemblait surtout à de la peur. Il était blanc. Pas la pâleur du froid ou de la fatigue. La pâleur de quelqu'un à qui le sol vient de se dérober sous les pieds. Camille sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Pas de la douleur. Pas encore. Plutôt la reconnaissance physique d'un souvenir qu'elle croyait avoir rangé définitivement.
Elle continua à avancer. Elle vérifia le compartiment 1A, s'assura que le rideau de séparation avec la première classe était bien tendu et disparut vers le poste de l'équipage, sans un mot ni un regard en arrière. Dans le petit espace réservé aux navigantes en bout de cabine, elle posa une main sur le bord en métal froid et respira. Lentement, méthodiquement. La façon dont on lui avait appris à respirer en situation de stress, par le nez, 4 secondes, par la bouche, 6 secondes. Son cœur n'écoutait pas les consignes. Alexandre Delacroix, fils d'une couturière de Saint-Denis et d'un père que personne ne mentionnait. Elle l'avait aimé à 17 ans, avec la totalité de ce qu'on est à 17 ans. Sans demi-mesure, sans stratégie, sans le recul qu'on développe après s'être trompé. 2 ans. 2 ans où ils marchaient ensemble sur les boulevards du 93, où ils réviseraient dans la chambre minuscule de son studio en mangeant des tartines au Nutella parce que c'était ce qu'ils pouvaient se permettre, où ils parlaient de l'avenir avec une certitude absolue et un peu naïve. Et puis la lettre de Sciences Po était arrivée, et Alexandre était parti. Il lui avait dit que c'était une opportunité qu'il ne pouvait pas refuser. Il lui avait dit qu'il reviendrait. Il lui avait dit beaucoup de choses que Camille avait passé du temps à démêler des mensonges et des vérités partielles, jusqu'au jour où elle avait décidé que le démêlage coûtait plus d'énergie que ça ne valait. Il n'était pas revenu. C'était aussi simple et aussi lourd que ça. Elle avait refait sa vie, lentement, sans spectacle. Elle avait fini le lycée, travaillé à la pharmacie, économisé, appris. Elle avait eu 2 histoires qui ne s'étaient pas transformées en ce qu'elles auraient pu être, pour des raisons différentes et finalement secondaires. Elle avait construit quelque chose de solide à partir de ce qu'elle avait, c'est-à-dire elle-même, essentiellement. Et maintenant, elle était là, dans son uniforme bleu marine, à 4 minutes du décollage de son premier vol international, et l'homme qu'elle avait aimé à 17 ans était assis au siège 2A. L'univers avait un sens de l'humour particulièrement mauvais. La chef de cabine, Isabelle, apparut dans l'encadrement. « Tout va bien, Camille. »« Très bien, » dit Camille. « Le compartiment 1A est un peu forcé. On devrait vérifier à l'atterrissage. » Isabelle hocha la tête et repartit. Camille prit une dernière respiration et retourna dans l'allée. Le vol décolla à 22h18. 3 minutes de retard. Pendant les 2 premières heures, Camille travailla avec une concentration absolue, distribuant les menus de la classe affaires, prenant les commandes de boissons, apportant les plateaux repas avec les gestes appris et répétés jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. Elle s'approcha du siège 2A 2 fois sans croiser son regard. Une fois pour lui remettre la carte des vins, une fois pour déposer le plateau. Alexandre avait commandé de l'eau minérale et n'avait pas touché à son repas. À 1h43 du matin, heure de Paris, Camille traversait le couloir central lorsqu'elle entendit son collègue Thomas lui dire à voix basse que le 2A avait demandé de l'eau une 3e fois. Elle prit la bouteille. Elle s'avança jusqu'au siège. Alexandre la regarda approcher avec l'expression d'un homme qui avait répété quelque chose mentalement une 100aine de fois et qui sait que ça ne ressemblera à rien de ce qu'il avait prévu. « Autre chose, monsieur Delacroix ?» dit-elle en posant la bouteille sur la tablette. Il y eut une seconde de silence, un silence qui avait du poids. « Vous ne me reconnaissez pas ?» dit-il doucement. Ce n'était pas une véritable question. Sa voix ne portait pas l'incertitude. Elle portait quelque chose d'autre, quelque chose de plus fragile, comme s'il espérait qu'elle dirait non, comme si ça aurait simplifié ce qui était en train de se passer. Camille s'arrêta. 2 secondes exactement. Elle sentit le tissu de son uniforme, l'air conditionné de la cabine, les vibrations sourdes du réacteur sous les pieds. Elle sentit la distance de 10 ans qui était là, entre eux, aussi réelle que les centimètres qui les séparaient physiquement. « Si, » dit-elle, « je vous reconnais. » Et elle repartit vers l'arrière de l'avion. Il n'y avait pas de colère dans sa voix. C'était ce qu'Alexandre entendit le plus clairement, l'absence de colère. La colère aurait signifié quelque chose.
La colère aurait voulu dire qu'il avait encore de l'importance, qu'il occupait encore suffisamment d'espace dans sa vie pour mériter une réaction forte. Ce qu'il avait entendu à la place, c'était de la distance, froide, polie, définitive. Comme si elle parlait à quelqu'un qu'elle avait connu dans une autre vie et qu'elle avait classé proprement dans la catégorie des choses passées. Alexandre posa la tête contre le hublot. Dehors, l'Atlantique était invisible sous les nuages. Il y avait quelque chose d'absurde et de parfaitement logique dans ce qui venait de se passer. Il avait passé des années à construire un empire financier, à signer des acquisitions à 9 chiffres, à prendre des décisions qui affectaient des centaines d'emplois, avec une précision clinique. Et là, il était paralysé parce qu'une femme lui avait dit 3 mots et était reparti sans se retourner. Pas n'importe quelle femme. Camille. Il ouvrit l'application de notes sur son téléphone. Il commença à taper. Il effaça. Il recommença. Il effaça encore. À 3h30 du matin, il avait rédigé et supprimé 7 ébauches différentes de ce qu'il voulait lui dire, et aucune ne ressemblait à la vérité. La vérité était trop simple et trop grande à la fois pour tenir dans un message qu'elle lirait entre 2 services. L'avion se posa à JFK à 0h28, heure locale, après 8 heures et 10 minutes de vol. Le terminal 1 était encore animé malgré l'heure. Des familles avec des valises trop grandes, des businessmen au téléphone, des agents d'escale poussant des chariots à bagages sur le linoléum gris brillant. L'air sentait le café américain et le désinfectant, et les néons du plafond donnaient à tout le monde ce teint légèrement jaunâtre des arrivées nocturnes. Camille sortit de la zone réservée à l'équipage avec sa petite valise de cabine à roulettes, les épaules légèrement plus basses qu'à l'aller. Non pas par fatigue, mais par ce relâchement naturel qui vient quand on peut enfin ne plus sourire professionnellement. Elle avait 22 heures devant elle avant le vol retour. Une chambre à l'hôtel JFK Marriott, un vrai lit, peut-être un petit déjeuner américain avec des pancakes trop épais. Elle se concentra sur ça. Il était là. Alexandre Delacroix était appuyé contre le mur blanc du couloir de sortie, à environ 15 mètres de la porte réservée à l'équipage, les mains dans les poches de son manteau sombre. Il n'avait pas l'air d'un homme qui attendait avec confiance. Il avait l'air d'un homme qui savait qu'il n'avait aucune raison d'être là, mais qui était là quand même, parce qu'il n'avait pas trouvé d'alternative raisonnable. Camille s'arrêta. Elle regarda rapidement ses collègues. Thomas et Sophie qui discutaient de plus loin, Isabelle qui consultait son téléphone. Personne ne regardait dans sa direction. Elle reporta les yeux sur Alexandre. « J'ai besoin de 3 minutes, dit-il sans préambule, d'une voix suffisamment basse pour rester entre eux. Après ça, si tu veux, je ne t'importune plus jamais. Camille perçut l'honnêteté dans le mot choisi. Pas « j'ai besoin de t'expliquer », ce qui aurait été une demande déguisée en permission. Pas « tu mérites de savoir », ce qui aurait été condescendant. Juste 3 minutes. Et la promesse de disparaître si c'était ce qu'elle voulait. Elle réfléchit pendant ce qui parut long, mais ne dépassa probablement pas 4 secondes. 2 minutes, dit-elle. Alexandre parla sans pause, avec la densité de quelqu'un qui sait qu'il n'a pas le droit de gaspiller le temps qu'on lui accorde. Il lui dit qu'il était revenu à Paris. Pas des mois après, pas des années après. 3 mois après son arrivée à Sciences Po, quand la solitude de la réussite avait déjà commencé à ressembler à quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Il lui dit qu'il était passé dans le quartier, qu'il avait tourné dans la rue de la République à pied, en novembre, avec l'intention précise de sonner à sa porte. Il lui dit qu'il l'avait vu. Il s'arrêta une seconde sur ce mot. Vu, comme s'il pesait encore quelque chose après toutes ces années. Elle marchait sur le trottoir devant la petite épicerie du coin, une main tenant un sac en papier, l'autre dans la main d'un garçon. Il riait de quelque chose. Elle semblait légère, présente, heureuse d'une façon que lui n'avait pas réussi à lui donner dans leurs derniers mois ensemble, quand la lettre de Sciences Po était déjà arrivée et que tout entre eux était tendu par ce qui allait venir. Il avait regardé pendant quelques secondes depuis l'autre trottoir, et il était reparti.
Il lui dit qu'il avait été trop lâche pour traverser la rue et poser la question. Il lui dit qu'il avait porté ça depuis. 1 minute et 45 secondes. Il s'arrêta. Camille ne parla pas immédiatement. Elle regardait un point dans l'espace, légèrement au-dessus de l'épaule droite d'Alexandre, avec l'expression de quelqu'un qui recalcule mentalement quelque chose qu'il pensait avoir compris depuis longtemps. Plusieurs secondes passèrent. Les bruits du terminal continuaient autour d'eux. Annonces en anglais, roues de valises, une dispute tranquille entre 2 voyageurs devant un distributeur de billets. Tout ça continuait normalement, comme si rien d'important n'était en train de se passer dans ce couloir. « C'était mon cousin », dit-elle enfin. « Mathieu. Il venait d'avoir son bac. Sa voix était plate, pas cruelle, juste plate, comme quelqu'un qui énonce un fait géographique ou donne une information météorologique. Tu es parti pour rien. » Elle ramassa la poignée de sa valise, fit demi-tour et s'éloigna en direction des navettes de l'hôtel sans regarder en arrière. Alexandre resta immobile dans le couloir, les mains toujours dans les poches, et sentit quelque chose dans sa poitrine se déplacer lentement. Pas s'effondrer, pas éclater, juste se déplacer, comme un meuble trop lourd qu'on pousse de quelques centimètres sans savoir encore où on veut le mettre. Il rentra à l'hôtel de son côté. Il ne dormit pas. De retour à Paris, le lundi matin, Alexandre était assis dans son bureau du 42e étage de la tour de la Croix à la Défense et regardait les toits de la ville par la baie vitrée en cherchant une raison valable de faire ce qu'il avait envie de faire. Son assistante Nathalie avait posé 3 dossiers prioritaires sur son bureau à 7h30. Il ne les avait pas ouverts. À 9h15, il appela le service des ressources humaines partenaires de la compagnie aérienne. Non, il n'utilisa pas ses contacts directs, il décrocha le téléphone comme n'importe quel autre passager qui aurait voulu laisser un compliment pour un membre d'équipage. Il raccrocha avant que quelqu'un réponde. Il passa 5 jours comme ça, 5 jours à commencer quelque chose et à s'arrêter avant d'aller trop loin, pas par indécision, mais parce qu'il y avait une ligne qu'il refusait de franchir. Il avait de l'argent, des contacts, des leviers. Il pouvait trouver le numéro de téléphone de Camille Moreau en moins d'1 heure s'il le voulait vraiment. Il pouvait appeler quelqu'un qui connaissait quelqu'un dans les ressources humaines d'Air France. Il pouvait faire des choses que des gens avec ces ressources font régulièrement sans se poser de questions. Il ne fit rien de tout ça. Ce n'était pas de la vertu, c'était du respect, un respect réflexe, presque instinctif, pour une femme qui lui avait dit 2 minutes et lui avait donné exactement ce temps-là, ni plus ni moins. Le 6e jour, il ouvrit le site d'Air France et chercha les vols Paris-Rome de la semaine suivante. Il savait, par une conversation entendue involontairement dans le couloir de sortie du terminal à JFK, que l'équipe de Camille opérait sur les routes européennes en alternance avec les transatlantiques. Il ne savait pas si elle serait sur ce vol. Il acheta le billet quand même. Siège 34F, classe économique, une place côté couloir dans la dernière section de l'appareil, là où les sièges ne s'inclinent pas tout à fait et les hublots sont trop petits. Pour la première fois en 8 ans, Alexandre Delacroix fit son bagage lui-même. Une petite valise cabine noire qu'il retrouva au fond d'un placard de l'entrée avec encore l'étiquette d'un voyage universitaire. Un jean, 2 pulls, une veste. Sa carte de crédit noire resta dans le tiroir du bureau. Il prit la visa ordinaire qu'il gardait pour des raisons qu'il n'aurait pas su expliquer clairement, mais qui avaient à voir avec ne pas être entièrement définie par ce qu'il possédait. Le mercredi matin, il arriva à Roissy par le RER-B. Camille le vit entrer dans l'avion au moment où elle finissait de vérifier les équipements de sécurité dans la rangée 30. Elle ne le vit pas d'abord comme Alexandre Delacroix, PDG d'un fonds d'investissement de 4 milliards. Elle le vit comme un homme avec une petite valise à dos sur l'épaule droite, en jean et pull marine, qui avançait dans l'allée centrale en regardant les numéros de rangée avec l'attention légèrement désorientée de quelqu'un qui ne voyage pas souvent en classe économique. Puis, elle reconnut les épaules. La façon de tenir la tête, légèrement inclinée sur la droite quand il cherche quelque chose. Ça n'avait pas changé. Elle ne dit rien. Elle retourna à sa liste de vérification. Le vol pour Rome durait 2 heures et 15 minutes.
Pendant le service des boissons, Camille poussa le chariot jusqu'à la rangée 34. Alexandre leva les yeux depuis le livre posé sur ses genoux. Un roman, elle remarqua, pas un dossier, pas un rapport, pas l'écran d'un ordinateur portable. Il la regarda avec quelque chose de prudent dans l'expression, comme un homme qui a appris à ne pas présumer de l'accueil qu'on lui réserve. « Café, thé, eau ?» dit-elle avec le même ton professionnel qu'elle employait pour tout le monde. « Eau, s'il vous plaît. » Elle lui tendit la bouteille. Leurs doigts ne se touchèrent pas. « Pourquoi économique ?» demanda-t-il doucement. Elle continua à servir le passager de la rangée 35 avant de répondre. « Parce qu'ici, je peux vous ignorer comme n'importe quel autre passager. » Alexandre ne sourit pas, mais quelque chose dans son regard changea légèrement. Un relâchement très discret, comme si la réponse, même dans sa sécheresse, lui avait dit quelque chose d'utile. Qu'elle lui parlait, qu'il n'était pas invisible. Elle n'ignora pas le siège 34F pendant le reste du vol. Ce n'était pas un choix conscient, ou plutôt, c'était un choix qu'elle fit en refusant de réfléchir à ce qu'il signifiait. Elle passa 2 fois supplémentaires dans son allée. La deuxième fois, il avait posé le livre et regardait par le hublot l'Italie du Nord, vue d'en haut, les Alpes en blanc et gris, sous le soleil de l'après-midi. Il y avait dans son profil quelque chose d'étrangement tranquille, pas la sérénité calculée qu'elle associait à l'image publique d'un homme comme lui, mais une tranquillité plus fragile, plus honnête, celle de quelqu'un qui a provisoirement arrêté de faire semblant. L'avion se posa à Fiumicino à 14h42. Dans le hall des arrivées, la tripulation se regroupait près des portes de sortie en attendant le bus de transfert vers l'hôtel. Camille se tenait légèrement à l'écart du groupe, son badge épinglé sur la veste, sa petite valise à côté. Elle regardait les panneaux de sortie. Elle sentit sa présence avant de le voir. Pas parce qu'elle était particulièrement sensible à lui, mais parce que les aéroports ont cette acoustique particulière qui porte les pas différemment selon la façon dont on marche, et elle avait toujours reconnu sa démarche. Elle se retourna. Alexandre s'était arrêté à environ 3 mètres, sa valise à la main, avec l'expression de quelqu'un qui a prévu quelque chose et réalise au dernier moment qu'il n'a aucun moyen de forcer les choses à se passer comme prévu. Ce fut elle qui parla en premier. « Vous voulez dîner ?» La question la surprit légèrement elle-même, pas le fond, mais la facilité avec laquelle elle était sortie, sans le filtre habituel qu'elle mettait entre ce qu'elle ressentait et ce qu'elle disait. Alexandre répondit immédiatement, sans hésiter une seconde. « Oui, le restaurant s'appelait Da Enzo al 29. Une façade étroite sur une ruelle de Trastevere pavée de San Pietrini noirs et brillants, sous la pluie fine qui avait commencé à tomber depuis leur sortie du taxi. Pas d'enseigne lumineuse, juste un nom peint à la main sur du bois vieilli, 2 tables dehors sous une bâche orange que personne n'utilisait par ce temps, et à l'intérieur une lumière chaude et basse qui donnait à la salle l'atmosphère d'un endroit qui n'avait pas besoin de faire d'efforts pour plaire, parce qu'il n'avait jamais cherché à plaire à personne en particulier. Une dizaine de tables recouvertes de nappes à carreaux rouges et blancs, des bouteilles de vin alignées sur des étagères en bois brut, le murmure de conversation en italien mêlé à l'odeur de l'ail et du romarin qui rôtissait quelque part derrière une porte entr'ouverte. Camille accrocha sa veste à la patère près de l'entrée. Alexandre fit de même. Sans l'uniforme, sans le manteau sombre, il ressemblait à 2 personnes ordinaires dans un restaurant ordinaire, et il y avait quelque chose de légèrement vertigineux dans cette ordinarité, comme si enlever ses couches avait rendu la situation à la fois plus simple et plus exposée. Le serveur, un homme d'une 60aine d'années avec une moustache blanche et un torchon sur l'épaule, déposa 2 menus sans cérémonie et repartit sans attendre leur commande. « Il revient, » dit Alexandre. « Je sais, » dit Camille, « j'ai déjà mangé ici. » Alexandre leva les yeux depuis le menu. « Quand ?»« Il y a 2 ans, un vol Rome-Paris annulé pour cause de brouillard. On avait 20 heures à tuer. Mon collègue Nicolas connaissait l'endroit. » Elle dit ça simplement, sans chercher à établir quoi que ce soit. Juste un fait, une histoire courte dans la longue liste d'histoires courtes qui forment une vie.
Alexandre la regarda une seconde avec quelque chose de précis dans l'expression, quelque chose qu'il n'avait pas encore montré. Pas de l'admiration, c'était trop grand pour ce que c'était, plutôt de l'attention. La façon dont on regarde quelqu'un quand on réalise qu'il a continué à exister complètement en dehors de vous. Le serveur revint. Camille commanda les cacio et pepe et un verre de frascati. Alexandre commanda la même chose sans regarder le menu. « Vous copiez, dit-elle. Je fais confiance à quelqu'un qui connaît le restaurant. » Le premier quart d'heure fut prudent. Ils parlèrent de Rome, la circulation, l'éclairage des fontaines la nuit, pourquoi Trastevere résistait mieux que d'autres quartiers à la gentrification touristique. Des sujets neutres qui permettaient de parler sans dire trop, de tester le registre, de voir si la conversation pouvait exister sans que le poids du passé l'écrase avant même qu'elle commence. Les pâtes arrivèrent dans 2 assiettes creuses, en terre cuite, fumante, avec une générosité de fromage râpé qui disparaissait lentement dans la chaleur du plat. Camille enroula les premières pâtes autour de sa fourchette avec le naturel de quelqu'un qui a faim et qui mange, sans performance. L'odeur du poivre noir fraîchement moulu se mêlait à celle du pecorino fondu, et le premier goût était exactement ce que l'endroit promettait. Simple, direct, sans concession à la légèreté. « Saint-Denis te manque ?» demanda Alexandre après un moment. Camille mâcha, réfléchit. « Non, dit-elle. Enfin, si, mais pas comme un manque douloureux, plutôt comme on pense à quelqu'un qu'on aime et qu'on ne voit pas souvent. Le quartier est là, mes parents sont là, la boulangerie du coin est là. C'est une ancre, pas une prison. Tu y habites encore ? Rue Ambroise Croizat. 3e étage. La fenêtre qui donne sur le square. » Alexandre reconnut la rue. Il aurait pu la nommer dans le noir, dans son sommeil. Il avait tourné dedans à pied par une nuit de novembre, il y avait 14 ans, avec les mains dans les poches et assez de lâcheté pour faire demi-tour avant d'arriver à la bonne porte. « Et toi ?» dit Camille. « Le 16e arrondissement. » Ce n'était pas une question. Elle avait lu son nom quelque part, ou entendu des choses, ou simplement effectué la déduction logique que quelqu'un avec ses ressources ne vivait pas dans le 93. « Rue de la Pompe », dit-il. 250 mètres carrés que je traverse chaque soir en me demandant pourquoi j'ai acheté quelque chose d'aussi grand. Pour impressionner des gens. Oui, dit-il sans hésiter. Des gens qui ne viennent jamais. Il y eut un silence. Pas un silence gênant, le genre de silence qui s'installe naturellement après une vérité un peu lourde, quand on laisse les mots se déposer avant d'en ajouter d'autres. Camille prit une gorgée de frascati. Le vin était froid et légèrement minéral, avec ce goût de pierre sèche qu'ont les blancs du Latium quand ils sont bons. « Parle-moi de la formation, dit-il. Les 3 semaines avant le premier vol. » Et Camille parla. Pas parce qu'il le lui avait demandé, plutôt parce que personne ne le lui avait encore demandé avec cette qualité d'attention particulière. Ses parents avaient posé des questions pratiques. « Tu es bien payé ? Les horaires sont difficiles ? Tu gardes de bons horaires pour dormir ?» Ses amis avaient demandé si c'était glamour, si les pilotes étaient beaux, si on avait droit aux hôtels de luxe. Alexandre ne demanda rien de tout ça. Il demanda comment c'était. Les premières heures dans l'avion vide, avant les passagers. Il demanda si elle avait eu peur lors des exercices d'évacuation. Il demanda ce qu'elle ressentait quand l'avion prenait de l'altitude et que le sol disparaissait sous les nuages. Elle lui dit que l'évacuation l'avait terrifiée le premier jour et tranquillisée le 3e, pas parce que c'était devenu facile, mais parce qu'elle avait compris que son corps saurait quoi faire si c'était nécessaire. Elle lui dit que la montée en altitude avait d'abord été professionnelle. Elle vérifiait les rangements, les ceintures, les visages, et que peu à peu, quelque chose d'autre s'était glissé dans ce moment, quelque chose qui ressemblait à de la gratitude, ou peut-être à de la stupéfaction tranquille. Elle lui dit que le soir du premier vol, dans sa chambre d'hôtel à New York, elle avait regardé le plafond longtemps avant de s'endormir en pensant à son père qui levait la tête vers les avions depuis le trottoir de Saint-Denis. Alexandre écoutait sans l'interrompre.
Ses pâtes refroidissaient légèrement dans l'assiette. Il ne s'en rendit pas compte. « Et la pharmacie ?» dit-il après un moment. « 4 ans. »« 4 ans, » dit Camille. 1650 € par mois, 350 de côté, 2712 jours de calcul mental permanent pour être sûr que les comptes tiendraient si quelque chose de prévu ne se passait pas comme prévu. Elle ne dit pas ça avec amertume. Elle le dit avec la précision factuelle de quelqu'un qui a fait quelque chose de difficile, qui en a mesuré chaque gramme de difficulté et qui n'a pas besoin qu'on lui dise que c'était courageux parce qu'elle le sait. Tu n'as jamais voulu abandonner. Une fois, en 2e année, j'avais eu une gastro-entérite en janvier et j'avais raté 4 jours de travail. Pas de salaire ces jours-là. J'étais en CDD à l'époque. Ça a décalé les calculs de 2 mois. J'ai regardé l'enveloppe sous le matelas et j'ai pensé que ça ne valait peut-être pas la peine. Elle prit une pause. Et puis mon père m'a envoyé une photo floue prise depuis le trottoir devant chez lui, avec son téléphone qui n'avait pas de bonne résolution. Un avion dans le ciel, il avait écrit juste en dessous « C'est toi, là-dedans, bientôt ». Avec une faute d'orthographe sur « bientôt ». J'ai remis l'enveloppe sous le matelas et j'ai continué. Alexandre ne répondit pas immédiatement. Il y avait quelque chose dans ses yeux, pas de la tristesse exactement, mais quelque chose de proche de la tristesse. Quelque chose qu'on ressent quand on entend une histoire d'une beauté tellement simple qu'elle rend visible, par contraste, tout ce qu'on a manqué dans la sienne. « J'ai mis 15 ans à comprendre quelque chose que tu savais déjà à 19 ans, dit-il. Quoi donc ? Que construire quelque chose qui compte vraiment demande de l'inconfort prolongé, pas du risque calculé, pas de l'audace bien éclairée, de l'inconfort réel, sans garantie de résultat. » Camille le regarda une seconde. « Toi, tu n'as pas eu d'inconfort. »« J'ai eu de l'insécurité, dit-il. C'est différent. L'insécurité, tu la gères en accumulant des certitudes, un diplôme, un capital, un titre. L'inconfort de ce que tu décris, tu ne peux pas l'éliminer. Tu dois juste continuer à vivre dedans. » Il dit ça sans prétention, sans le ton de quelqu'un qui offre une leçon. Il le dit comme quelqu'un qui vient de formuler quelque chose pour la première fois à voix haute, et qui n'est pas tout à fait sûr que c'est juste, mais que ça ressemble à quelque chose de vrai. Dehors, la pluie avait redoublé. On l'entendait sur les pavés, un bruit continu et doux qui remplissait les espaces entre les conversations. La salle s'était un peu vidée. Il était plus de 22 heures et 2 tables avaient libéré leur place. Le serveur à la moustache blanche apporta 2 petits verres d'amaro sans qu'on le lui demande, avec un geste bref de la main qui signifiait clairement que c'était offert et qu'il n'y avait pas à en faire une histoire. Camille regarda le verre, puis le serveur qui s'éloignait déjà. « Il fait ça pour tout le monde ?»« Seulement pour les gens qui restent assez longtemps, » dit Alexandre. « Comment tu sais ça ?»« Je ne sais pas. J'invente peut-être. » Et Camille sourit pour la première fois. Pas un sourire de politesse, pas un sourire professionnel, un sourire court, presque surpris, comme si quelque chose d'involontaire venait de passer à travers le filtre qu'elle maintenait depuis le siège 2A, au-dessus de l'Atlantique. Alexandre le vit, il ne dit rien. Il prit son verre d'amaro avec la prudence d'un homme qui sait que certains moments sont trop fragiles pour être commentés. Ils parlèrent encore. Elle lui parla de Saint-Denis avec une précision d'amoureuse. Les marchés du samedi matin, le bruit des travaux permanents, les odeurs de cuisine qui sortent des fenêtres en fin d'après-midi, la lumière particulière des soirs d'été sur les façades HLM. Lui parla de Sciences Po avec la distance de quelqu'un qui comprend seulement maintenant ce qu'il vivait alors. Le sentiment d'imposture permanent, les codes sociaux absurdes qu'il avait mis des années à décoder, les premiers repas dans les dîners bourgeois où il ne savait pas quel couteau utiliser et où il avait appris à imiter plutôt qu'à demander. « Tu aurais pu demander, » dit Camille. « J'avais trop peur qu'on voie d'où je venais. » Et maintenant ? Il réfléchit. « Maintenant je suis fier de venir de là. Mais j'ai mis trop longtemps à arriver à cette conclusion et j'ai perdu beaucoup de choses entre-temps pour une peur qui ne valait pas le prix qu'elle a coûté. » Il ne la regarda pas en disant ça.
Il regarda le fond de son verre d'Amaro, et le fond de son verre d'Amaro ne lui rendit pas son regard. Camille comprit qu'il ne parlait pas seulement de la crainte de montrer ses origines dans les dîners de Sciences Po. Elle ne dit rien. Elle laissa la phrase occuper l'espace qu'elle méritait. Ils sortirent du restaurant à 23h17. L'addition était de 87 €. 2 plats, 2 verres de vin, 2 Amaro offerts par la maison. Alexandre paya sans que ce soit un sujet, sans geste théâtral, juste la façon dont on règle un dîner quand on a invité quelqu'un. Camille ne protesta pas. Ce n'était pas une capitulation, c'était une lecture correcte de la situation. Dehors, la pluie s'était transformée en crachin léger. Les pavés brillaient. Une voiture passa lentement sur la ruelle en cherchant à se garer. Ils marchèrent de quelques mètres sous les arcades, sans parler, côte à côte, avec exactement la distance entre eux qu'on maintient quand on ne sait pas encore si on a le droit de se rapprocher. « Ton hôtel est loin ?» dit Camille. 10 minutes à pied. Le mien aussi. Ils s'arrêtèrent à une petite piazza où leurs chemins divergeaient. Elle à gauche, vers le Lungotevere, lui à droite vers le Campo de Fiori. Une fontaine baroque gargouillait tranquillement dans l'obscurité. « Merci pour le dîner, dit Camille. « Merci d'avoir posé la question, dit Alexandre. Un silence, la fontaine, le crachin. « Je suis contente que tu sois venue à Rome, dit-elle enfin. Elle ne précisa pas si elle voulait dire contente en général, ou contente ce soir précisément, ou contente d'une manière plus large qui inclurait peut-être d'autres choses non encore nommées. Alexandre ne demanda pas de précision. Il prit ce qu'elle lui donnait avec la gratitude de quelqu'un qui sait que insister serait la façon la plus sûre de tout perdre. « Bonne nuit, Camille. »« Bonne nuit, Alexandre. » Et ils partirent chacun de leur côté dans les ruelles mouillées de Trastevere, sous un ciel romain qui commençait, très lentement, à se dégager. Les semaines qui suivirent eurent la texture particulière des choses qui commencent sans qu'on leur donne officiellement le droit de commencer. Pas de déclaration, pas de conversation explicite sur ce que c'était ou ce que ça allait devenir, juste une continuité naturelle, fragile et prudente, comme une plante qui pousse dans une fissure de béton et que personne ne décide d'arroser, mais que personne ne décide d'arracher non plus. Alexandre acheta un billet sur le vol Paris-Lisbonne 3 semaines après Rome, puis un billet Paris-Amsterdam la semaine suivante. Il ne voyageait pas pour les villes. Lisbonne et Amsterdam étaient 2 escales de 2 heures, dans des aéroports où il avait regardé les tableaux d'affichage, en attendant le vol retour. Il voyageait pour les 2 heures, et quelque chose entre Paris et l'arrivée, pour le chariot de boissons qui passait dans l'allée centrale, pour les 30 secondes où il était le passager de la rangée 34, et elle était la navigante de service, et ils échangeaient quelques phrases à voix basse que personne d'autre n'entendait. Camille ne lui posa pas la question directement, mais un mardi soir de retour d'Amsterdam, alors qu'ils attendaient le RER B à la station Roissy-Paul côte à côte, sur le quai désert, elle dit « Tu sais que je fais aussi Paris-Genève le jeudi ?» Alexandre la regarda. « Je sais, dit-il, Genève c'est moins bien que Rome. Je ne vais pas à Genève pour la ville. » Camille hocha légèrement la tête, comme quelqu'un qui confirme une hypothèse qu'il avait déjà formée. Le RER arriva dans un bruit de ferraille et de vent comprimé. Ils montèrent dans le même wagon sans se concerter et s'assirent l'un en face de l'autre. Le train s'éloigna de l'aéroport en direction de Paris, traversant les zones industrielles de la plaine de France sous un ciel noir de novembre. « Mon père t'a demandé ?» dit Camille au bout d'un moment. Alexandre fronça légèrement les sourcils. « Demandez quoi? Si tu étais quelqu'un de bien, je ne lui ai pas dit que tu étais PDG d'un fonds d'investissement. Il a cherché ton nom sur Internet. Et il a dit que tu avais l'air de quelqu'un qui avait réussi à s'oublier lui-même en chemin. Et il utilise des formules comme ça, mon père. Des formules de mécanicien avec une précision chirurgicale. C'est juste, dit Alexandre. Je sais, dit Camille. Je lui ai dit que c'était juste. Le train passa sous la porte de la chapelle. Les lumières de Paris apparurent de l'autre côté des vitres, jaunes, blanches, orangées, la ville vue depuis ses entrailles qui remontait à la surface.
Alexandre regarda le profil de Camille qui regardait défiler les panneaux du tunnel. Elle avait enlevé sa veste d'uniforme et portait juste le chemisier blanc réglementaire, les cheveux encore en chignon, mais avec quelques mèches libérées par la longueur de la journée. Elle avait l'air de quelqu'un d'épuisé qui refuse de l'admettre, et dans cet épuisement, il y avait quelque chose d'une beauté très concrète, très loin des beautés abstraites et coûteuses qu'il avait côtoyées pendant des années. « Camille, dit-il. » Elle se retourna vers lui. « Je voudrais qu'on fasse quelque chose qui n'est pas dans un avion ou dans un aéroport, juste une fois, pour voir si ça existe aussi là. » Elle le regarda une seconde. « Dimanche, dit-elle, il y a un marché rue de la République le matin. Si tu veux voir comment le quartier a changé, c'est le bon moment. Je serai là à 10h. 9h30, dit Camille. Les meilleures fraises des bois partent avant 10h. Le dimanche matin à Saint-Denis avait une lumière particulière en décembre, blanche et un peu froide, qui aplatissait les ombres et rendait les couleurs plus franches, les rouges plus rouges, les verts plus verts. Le marché de la rue de la République occupait 3 rangées de stands entre la station de métro et l'église, et il y avait dans l'air mêlé ce mélange d'odeurs que les marchés de banlieue ont et que les marchés du 16e arrondissement n'ont pas. Poissons frais, épices nord-africaines, viande grillée d'un stand mauritanien, café dans des gobelets en plastique, tissus synthétiques des vêtements bon marché qui flottaient dans le vent froid. Alexandre arriva à 9h25 avec les mains dans les poches d'une parka sombre et l'air légèrement incertain de quelqu'un qui revient dans un endroit familier et réalise que la familiarité a des limites. Il n'avait pas remis les pieds dans ce quartier depuis cette nuit de novembre 14 ans plus tôt, où il avait traversé la rue de la République dans l'autre sens, en partant plutôt qu'en arrivant. Camille l'attendait devant le stand de fromage, avec un gobelet de café dans chaque main. Elle portait un manteau bordeaux, des bottes noires, les cheveux lâchés pour la première fois qu'il la voyait sans l'obligation du chignon réglementaire. Elle lui tendit un gobelet sans cérémonie. « Tu as changé ?» dit-il en prenant le café. « Toi aussi. »« Non, je veux dire, physiquement. Le chignon, la veste, c'est une autre personne. C'est la même personne avec les cheveux différents. » Ils marchèrent dans les allées du marché. Camille avançait avec la familiarité de quelqu'un qui connaît chaque stand par son prénom. Elle échangea quelques mots avec la dame des légumes, un petit signe de tête avec le boucher, un sourire au monsieur des épices qui lui tendit un sachet de cumin en disant que c'était le nouveau arrivage du Maroc. Alexandre observait, pas avec la distance condescendante du touriste social, venu constater que les gens du peuple vivent simplement et sont touchants dans leur simplicité, avec l'attention de quelqu'un qui reconnaît quelque chose qu'il a perdu et essaie de comprendre exactement ce que c'est. « Tu connais tout le monde, » dit-il, « depuis 28 ans. Comment ça se passe quand tu reviens d'un long courrier et que tu repasses ici le lendemain? » « Bien, c'est pour ça que j'habite encore là. Les deux existent en même temps, l'avion et le marché. Je n'ai pas besoin de choisir. » Alexandre s'arrêta devant un stand de fleurs, des anémones rouges et blanches dans des seaux métalliques, des branches de mimosa encore fermées, quelques rosiers dégarnis par la saison. « Je peux ?» dit-il en désignant un petit bouquet d'anémones rouges. Camille le regarda une seconde. « Pour qui ? Ta mère, si on passe chez tes parents. » Quelque chose traversa le visage de Camille, une expression difficile à nommer avec précision, quelque chose entre la surprise et la vigilance, comme quelqu'un qui avait préparé une défense contre une attaque et se retrouve face à un geste complètement différent. « On n'avait pas prévu de passer chez mes parents, » dit-elle. « Non, » dit Alexandre, « mais si ça se présente naturellement. » Elle le regarda encore une seconde, puis se retourna vers le bouquet. « Les anémones blanches, pas les rouges. Ma mère aime les blanches. » Ils passèrent devant l'immeuble de ses parents à 11h, pas par hasard, par un détour léger que Camille fit dans le trajet sans le commenter. 3e étage, les volets verts du salon entr'ouverts, l'odeur d'une cuisine en cour qui descendait jusqu'à la rue. Son père était dans la cour à réparer quelque chose sur un vélo.
Il leva les yeux, regarda Alexandre pendant 2 secondes, avec la précision d'un homme qui a passé 30 ans à diagnostiquer des moteurs et sait reconnaître une pièce défectueuse d'une pièce solide, puis il hocha la tête. « Bernard Moreau », dit-il en tendant une main avec encore un peu de graisse sur le pouce. « Alexandre Delacroix », dit Alexandre en serrant la main sans hésiter. Bernard regarda la main serrée, puis Alexandre, puis Camille. « Ta mère fait une soupe. On ne reste pas longtemps, » dit Camille. « Personne n'a dit combien de temps, » dit Bernard en retournant au vélo. Ils montèrent. La cuisine de Mireille Moreau sentait le poireau et le thym, et elle était exactement la taille d'une cuisine qui a servi à nourrir une famille pendant 30 ans, petite, fonctionnelle, avec des ustensiles suspendus au mur et une fenêtre qui donnait sur la cour où on voyait le sommet du crâne de Bernard penché sur le vélo. Mireille regarda Alexandre avec le genre de bienveillance directe et sans excès des femmes qui ont élevé des enfants et n'ont plus beaucoup de temps pour les faux-semblants. « Vous déjeunez ?» dit-elle. « Non », dit Camille. « Si c'est pas un problème », dit Alexandre. Camille se retourna vers lui avec un regard qui disait plusieurs choses simultanément. Alexandre soutint le regard avec une tranquillité qui avait quelque chose d'absolument nouveau. Pas l'assurance du PDG habitué à contrôler les situations, mais la tranquillité de quelqu'un qui est exactement là où il veut être et n'a rien à démontrer. Ils déjeunèrent dans la petite salle à manger avec la nappe à fleurs et les photos de famille sur le buffet. Bernard mangea en posant des questions précises et brèves. « D'où tu viens exactement? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es revenu dans le quartier ?» Pas d'hostilité dans les questions, juste la méthode directe d'un homme qui préfère savoir à quoi il a affaire. Alexandre répondit avec la même précision, sans enjoliver, sans minimiser non plus. Quand Bernard demanda ce que c'était qu'un fonds d'investissement, Alexandre expliqua en termes simples et concrets, sans jargon, et Bernard hocha la tête avec l'expression de quelqu'un qui n'est pas impressionné, mais qui note que l'explication était correcte. Après la soupe, Mireille servit du café et posa les anémones blanches dans un vase sur la table sans rien dire, mais avec un petit sourire en coin. En descendant l'escalier après le déjeuner, Camille dit à voix basse, « On aurait pu prévenir que tu restais déjeuner. »« Je ne savais pas que j'allais rester, » dit Alexandre honnêtement. « Mon père t'a passé une sorte d'entretien. »« Je sais. Comment tu penses que ça s'est passé ?» Alexandre réfléchit. « Il n'a pas renversé la soupe sur moi. Je prends ça comme un bon signe. » Camille ne put pas s'empêcher de rire. Un vrai rire, court et franc, celui qu'on ne contrôle pas tout à fait. Elle se reprit presque immédiatement, mais il était trop tard. Alexandre l'avait entendu, et ce son-là, ce rire précis, à cet instant précis, dans la cage d'escalier de l'immeuble de la rue Ambroise Croizat, fut quelque chose qu'il ne put pas classer dans la même catégorie que tout le reste de sa vie. Pas une acquisition, pas une performance, quelque chose d'entièrement différent et d'entièrement réel. Ils ressortirent sur le trottoir. Le ciel était blanc et froid. Les platanes de la rue avaient perdu leurs dernières feuilles, et il y avait dans l'air cette qualité particulière des dimanches d'hiver à Paris et dans ses banlieues, une tranquillité légèrement mélancolique, douce, sans urgence. « Je t'accompagne à la station ?» dit Alexandre. « J'habite à 2 rues. »« Je sais. Je t'accompagne quand même. » Camille n'objecta pas. Ils marchèrent les 2 rues côte à côte dans le froid et devant la porte de son immeuble, elle s'arrêta et se retourna vers lui. « La semaine prochaine, j'ai un Paris-New York jeudi et un Paris-Madrid vendredi. »« Je sais, » dit Alexandre. « Tu vas prendre les 2 ?» Il la regarda. « Non, je vais t'envoyer un message comme quelqu'un de normal et te demander si tu veux prendre un café à Paris un soir de la semaine. » Quelque chose se détendit imperceptiblement dans les épaules de Camille. « Mardi soir, dit-elle, il y a une boulangerie rue du Faubourg Saint-Antoine qui sert du café jusqu'à 22 heures. » Mardi soir. Elle rentra dans l'immeuble. Alexandre resta sur le trottoir encore quelques secondes, regardant la porte fermée, puis
Il remonta la rue Ambroise Croizat en direction du marché dans le sens inverse de l'arrivée, passant devant l'épicerie devant laquelle il avait fait demi-tour 14 ans plus tôt. Il s'arrêta devant. La façade avait changé, nouvelle enseigne, nouveau rideau métallique, mais la rue était la même, les proportions étaient les mêmes, la lumière de décembre était exactement la même. Il resta là 30 secondes, puis il continua à marcher, pas en partant, en avançant, ce qui n'est pas la même chose, même si les pieds font les mêmes gestes. La crise arriva un mardi. Pas le mardi du café rue du Faubourg Saint-Antoine. Ce mardi-là s'était passé bien, trop bien peut-être. 2 heures dans la boulangerie avec des croissants aux amandes et du café trop fort. Et une conversation qui avait glissé naturellement de la semaine de Camille à l'enfance d'Alexandre, à des sujets plus larges et plus légers, jusqu'à ce que la boulangère éteignît la moitié des lumières en signe discret de fermeture imminente, et qu'il se retrouve sur le trottoir à 11 heures du soir à ne pas vouloir particulièrement aller ailleurs. La crise arriva le mardi suivant, par une réunion convoquée en urgence dans la salle de conférence du 42e étage de la Tour de la Croix à la Défense. Gérard Valois avait 63 ans, des lunettes cerclées d'or et la façon de tenir ses mains jointes sur la table des hommes qui ont appris très tôt que l'immobilité physique donne une impression d'autorité. Il était le beau-père de Frédéric Aumont, associé principal du fonds depuis 7 ans, et il siégeait au conseil consultatif depuis 3 ans. Un rôle officiellement limité, mais pratiquement beaucoup plus étendu, parce que Frédéric n'avait jamais su dire non à son beau-père, et que tout le monde autour de la table le savait. Il y avait une photo sur la table, imprimée sur papier A4, légèrement flou, prise apparemment depuis l'extérieur du terminal de Fiumicino. On y voyait Alexandre et Camille debout dans le hall des arrivées, elle en uniforme Air France, lui en jean et pull marine, à une distance qui ne laissait aucun doute sur le fait qu'ils se parlaient avec une intention autre que professionnelle. « Ça vient d'où ?» dit Alexandre en regardant la photo. « Ça n'a pas d'importance d'où ça vient, dit Gérard. Ce qui importe, c'est ce que ça signifie pour la perception du fond. Ça signifie que j'ai dîné à Rome avec quelqu'un. Ça signifie que le PDG de Delacroix Capital est photographié en voyage avec une hôtesse de l'air, dit Gérard avec la précision blessante d'un homme qui sait exactement quel mot choisir pour que ça fasse mal sans laisser de traces juridiques. Nos investisseurs institutionnels sont des gens qui mesurent la crédibilité de leurs partenaires à travers chaque signal qu'ils reçoivent, y compris les signaux personnels. Ma vie personnelle n'est pas un signal pour les investisseurs institutionnels. Dans notre secteur, tout est un signal. Frédéric Aumont, assis à la droite de Gérard, ne disait rien. Il regardait ses mains. Alexandre le remarqua. Frédéric, qui avait travaillé avec lui depuis le début, qui savait mieux que quiconque ce qu'ils avaient construit ensemble, qui était là les premières années, quand il n'y avait pas de salle de conférence au 42e étage, mais un bureau partagé dans un immeuble de la République, avec du café en poudre, dans une machine déglinguée. Frédéric qui ne disait rien. La clause de réputation du contrat sociétaire, continua Gérard, en poussant une feuille sur la table, prévoit explicitement que tout comportement susceptible de nuire à l'image publique de la société peut faire l'objet d'une procédure de révocation de mandat exécutif par vote du Conseil. Alexandre prit la feuille. Il la lut. Elle était réelle. Les clauses étaient là, en noir sur blanc, rédigées dans le langage juridique précis et interchangeable des contrats entre gens qui ne se font pas entièrement confiance. Il posa la feuille sur la table avec la régularité de quelqu'un qui ne va pas se laisser déstabiliser par un document. « C'est une menace corporative emballée dans du vocabulaire juridique, dit-il. « C'est une mise en garde amicale, dit Gérard. « Non, une mise en garde amicale, on l'a fait par téléphone. Vous avez convoqué une réunion avec documents imprimés. C'est une menace. » Il y eut un silence. Gérard ne changea pas d'expression. Les hommes comme lui n'ont pas d'expression changeante. Ils ont des expressions stratégiques. Vous seriez bien inspiré de réfléchir à ce que vous êtes prêt à sacrifier, dit Gérard. Je réfléchis exactement à ça, dit Alexandre, depuis plusieurs semaines.
Il se leva, prit sa veste au dos de sa chaise et sortit de la salle de conférence sans attendre la fin de la réunion. Ce soir-là, à 23h07, il était assis dans son appartement du 16e arrondissement. 250 mètres carrés, parquet en point de Hongrie, baies vitrées sur les toits, l'intérieur décoré par une architecte d'intérieur que quelqu'un lui avait recommandé et dont il avait accepté les choix sans se poser de questions parce que ça n'avait pas d'importance, parce que l'appartement était une adresse et non un lieu de vie. Il était assis dans le canapé gris perle qui n'avait jamais été complètement défoncé par l'usage régulier, et il avait le téléphone dans la main, et il regardait la conversation avec Camille. Son dernier message à elle datait du samedi matin. Une photo prise depuis le RER B, la banlieue nord, vue depuis les voies ferrées à l'aube, avec juste « bonne route » comme légende. Elle avait répondu 2 heures plus tard, depuis New York. Un emoji d'avion et « merci, toi aussi ». Il avait annulé le vol qu'il avait réservé sur sa prochaine rotation sans lui en expliquer la raison. Il avait vu sa demande de confirmation de réservation dans les mails sans annuler et il l'avait laissé expirer. Pas par choix réfléchi, par paralysie, par cette forme particulière de lâcheté qu'il croyait avoir laissée sur le trottoir de la rue de la République 14 ans plus tôt et qui était apparemment revenue, plus sophistiqué, habillé en prudence stratégique. 3 jours plus tard, Camille lui envoya un message. Pas une question, pas une demande d'explication, juste une phrase courte, comme quelqu'un qui a appris à ne pas exposer inutilement ce qu'il ressent, mais qui dit quand même ce qu'il a besoin de dire. Si c'est trop compliqué, tu n'as pas besoin de rendre les choses plus difficiles qu'elles ne sont. J'ai survécu une fois. Alexandre lut le message à 23h07, assis dans son canapé gris perle. Il le relut. Il y avait dans cette phrase une économie de mots qui lui disait exactement tout ce qu'il avait besoin de savoir sur la façon dont Camille fonctionnait. Elle ne lui faisait pas de scène, elle ne lui demandait pas de compte, elle ne le punissait pas par le silence. Elle lui donnait simplement une sortie propre parce qu'elle avait trop de dignité pour s'accrocher à quelqu'un qui ne savait pas s'il voulait rester. Et dans cette dignité-là, dans cette façon de tenir debout même en tendant la main pour lui montrer la porte, Alexandre perçut avec une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps ce qu'il était en train de faire. Il était en train de choisir un conseil d'administration et une clause contractuelle, et l'opinion d'un homme qu'il n'estimait pas par-dessus une femme qui avait mis 4 ans à économiser pour voler, qui déjeunait avec sa mère les dimanches de retour de long courrier, qui lui avait donné 2 minutes dans un couloir de JFK et l'avait écouté sans l'interrompre. Il tapa la réponse à 23h19. « Je ne pars pas de nouveau. 12 mots. » Elle ne répondit pas immédiatement. Alexandre posa le téléphone sur la table basse et regarda le plafond du séjour, haut, blanc, avec un détail de moulure qui avait coûté une somme indécente à l'architecte d'intérieur et qu'il n'avait jamais regardé jusqu'à ce soir. Il resta là sans bouger jusqu'à ce qu'une certitude se dépose en lui avec la lenteur et la solidité de quelque chose qui ne bougera plus. Le lendemain matin, à 7h30, Alexandre entra dans les locaux de la Tour de la Croix par l'accès principal. Il salua l'agent de sécurité du rez-de-chaussée, un homme qu'il connaissait depuis 7 ans, et à qui il n'avait probablement jamais demandé comment allait sa famille. Et il le fit ce matin-là, et l'homme sembla légèrement surpris mais répondit que ça allait, merci, et que sa fille avait eu son baccalauréat avec mention. Alexandre dit que c'était très bien, et il le pensait vraiment. Il prit l'ascenseur jusqu'au 42e. Il traversa le couloir jusqu'au bureau de Gérard Valois. La secrétaire dit que M. Valois n'était pas encore arrivé. Alexandre dit qu'il attendrait. Il s'assit dans le couloir sur la chaise réservée aux visiteurs, la première fois qu'il s'asseyait sur cette chaise, dans ce couloir qu'il traversait d'habitude sans ralentir, et il attendit 18 minutes. Gérard arriva à 7h48 avec son manteau beige et son attaché-case. Il s'arrêta en voyant Alexandre sur la chaise. « Je n'avais pas de rendez-vous avec vous ce matin. »« Non, » dit Alexandre. « C'est pour ça que je suis dans le couloir et non dans la salle de conférence. » Gérard ouvrit son bureau.
Alexandre entra derrière lui sans y être invité et posa une enveloppe sur le bureau avant que l'autre ait posé son manteau. Gérard regarda l'enveloppe. Il la prit. Il l'ouvrit avec la précision d'un homme qui n'aime pas être surpris et qui prend le temps de traiter ce qu'il reçoit avant de réagir. Il parcourut le document à l'intérieur. 2 pages, format standard, en-tête juridique. Sa lettre de démission de la présidence exécutive, maintien d'une participation minoritaire de 18%, suffisante pour préserver le patrimoine accumulé, insuffisante pour rester soumis aux décisions du Conseil. « Vous êtes sérieux ?» dit Gérard. Ce n'était pas une déclaration, c'était une vérification de la réalité. « Complètement, dit Alexandre. Vous êtes en train de jeter plusieurs milliards de valorisation par-dessus bord pour une relation personnelle. » Alexandre réfléchit une seconde, pas parce qu'il hésitait, mais parce que la réponse méritait d'être précise. « Non, dit-il, je suis en train de choisir ce que je veux construire avec ce que j'ai. C'est différent. » Gérard le regarda par-dessus ses lunettes cerclées d'or, avec l'expression d'un homme qui essaie de décider si c'est de la naïveté ou de la conviction, et qui n'arrive pas tout à fait à conclure. « Vous allez le regretter ?»« Peut-être, » dit Alexandre. « Mais je ne le regretterai pas de la même façon que les autres erreurs que j'ai faites. Et c'est une distinction importante pour moi. » Il ressortit du bureau. Dans le couloir, il croisa Frédéric Aumont qui arrivait avec 2 cafés de la machine et qui s'arrêta en le voyant. Alexandre s'arrêta aussi. « Tu savais, pour la réunion, dit-il, et tu n'as rien dit. » Frédéric baissa légèrement les yeux. « Gérard est compliqué à contrer. Je sais, je ne t'en veux pas. » Un silence. Frédéric leva les yeux. C'était quoi cette enveloppe? « De ma démission de la présidence. Je reste associé minoritaire. La boîte tourne sans moi, tu le sais mieux que quiconque. C'est toi qui fais vraiment tourner les choses depuis 2 ans. » Frédéric resta immobile, les 2 cafés à la main, avec l'expression de quelqu'un qui vient de recevoir une information pour laquelle il n'avait pas préparé de réaction. « Alexandre ?»« Quoi? Elle vaut le coup ?» Alexandre prit l'un des 2 cafés de la main de Frédéric, en but une gorgée, lui rendit. « La question n'est pas si elle vaut le coup, dit-il. La question c'est si, moi, j'en vaux un. » Il prit l'ascenseur vers le bas. Dans le lobby, il salua à nouveau l'agent de sécurité qui lui dit bonne journée en souriant de la façon dont on sourit à quelqu'un qu'on commence à percevoir différemment. Alexandre sortit dans l'air froid de la Défense. Le vent particulier de ce quartier de tours et de dalles de béton qui canalise les courants et les amplifie. L'air qui sent le bitume froid et le café des brasseries qui commençaient à ouvrir leurs volets. Il resta un moment sur le parvis, les mains dans les poches, regardant les tours autour de lui, avec la légèreté inhabituelle de quelqu'un qui vient de poser un poids qu'il portait depuis suffisamment longtemps pour avoir oublié que c'était un poids. Il appela Camille. Elle décrocha à la 3e sonnerie. Sa voix avait la texture légèrement enrouée des gens qui viennent de se réveiller, ou qui rentrent d'un long courrier et n'ont pas encore tout à fait réatterri. « Alexandre, je suis à la Défense. Je viens de démissionner de la présidence du Fonds. » Un silence. « Pourquoi tu m'appelles pour me dire ça ?»« Parce que je voulais que quelqu'un de réel l'entende avant que ça devienne une information de marché. » Autre silence. Plus long. « Tu vas bien ?» dit-elle finalement. « Oui, dit-il. Pour la première fois depuis longtemps, je vais vraiment bien. » La nouvelle se répandit avec la vitesse particulière des informations dans les milieux financiers parisiens. Vite, par des canaux informels, avec des déformations successives qui transformèrent la réalité en quelque chose de plus dramatique que ce qu'elle était. À la fin de la semaine, la version qui circulait dans les couloirs des fonds d'investissement de la Défense et dans les dîners du 16e arrondissement était que Delacroix avait tout plaqué pour une femme. La version un peu plus informée précisait que c'était une hôtesse de l'air. La version la plus informée ajoutait qu'ils se connaissaient depuis l'adolescence et que c'était une histoire sentimentale de province ressortie des cartons, ce qui était considéré comme une circonstance aggravante plutôt qu'atténuante dans ces milieux-là. Alexandre lut 3 articles sur lui dans la presse économique en 5 jours. Il ferma les onglets sans finir les articles.
Ce qui l'occupait réellement pendant cette semaine-là n'était pas la gestion de sa réputation professionnelle, mais quelque chose de beaucoup plus concret et beaucoup moins spectaculaire, trouver quoi faire ensuite. Pas dans le sens existentiel de la question, mais dans le sens pratique. Il avait 47 millions d'euros de patrimoine personnel, une participation minoritaire dans un fonds qu'il ne dirigeait plus, un réseau de contacts dans le secteur financier qui était maintenant une ressource disponible plutôt qu'une obligation quotidienne, et une idée qu'il avait eue 2 ans plus tôt et rangée dans un tiroir mental parce que le calendrier opérationnel du fonds ne lui laissait pas l'espace d'y réfléchir sérieusement. L'idée était simple dans son principe et complexe dans son exécution. Un cabinet d'investissement à taille humaine, 10 à 15 millions d'euros de fonds propres maximum, concentré exclusivement sur des projets à impact social mesurable dans les banlieues de grandes villes françaises. Pas de la philanthropie déguisée en finance, de vraies prises de participation dans des entreprises viables avec des critères de rentabilité réels, mais associés à des critères sociaux contraignants. Des entreprises qui créaient des emplois durables dans des zones où le chômage structurel était 2 fois la moyenne nationale, des projets de formation, de logement, d'alimentation qui avaient besoin de capitaux patients plutôt que de capitaux pressés. Il avait un carnet rempli de notes sur ça, des noms de porteurs de projets qu'il avait rencontrés ici et là et qu'il n'avait jamais rappelés faute de temps. Des chiffres, des analyses, des questions ouvertes. Il passa 3 jours à relire ses notes, et un mardi matin, il appela un agent immobilier dans le Marais. Camille, de son côté, reprit ses rotations avec la régularité d'un métronome. Paris-New York le jeudi, Paris-Séoul le lundi suivant, un Paris-Montréal pour remplacer une collègue en arrêt maladie. Elle aimait ce rythme, pas parce qu'il lui permettait de fuir quoi que ce soit, mais parce qu'il avait une logique propre qui lui appartenait entièrement. Dans l'avion, elle était précisément ce qu'elle avait voulu être. Cette clarté-là était rare et précieuse, et elle n'avait aucune intention d'y renoncer pour quoi que ce soit. Ce que la situation avec Alexandre lui demandait, elle le mesurait avec la prudence de quelqu'un qui a appris à ses dépens que les choses qui ressemblent à un recommencement peuvent être des répétitions. Pas par cynisme, par honnêteté envers elle-même. Elle savait ce qu'elle ressentait. Elle savait aussi que ce qu'on ressent et ce qui est raisonnable de faire ne coïncident pas toujours, et que l'écart entre les deux est exactement l'espace où on se blesse le plus. Mais il y avait des détails qui rendaient cette prudence-là difficile à maintenir sans effort. Il y avait la façon dont il avait demandé des fleurs blanches pour sa mère au marché. Pas des rouges, les blanches, parce qu'il avait écouté. Il y avait la façon dont il avait serré la main de son père avec la graisse sur le pouce, sans regarder sa main après. Il y avait le fait qu'il avait pris le RER B à 6 heures du matin pour aller à la Tour de la Croix le jour de sa démission, parce qu'il n'avait pas appelé de chauffeur, parce que quelque chose avait changé dans ses habitudes quotidiennes sans qu'il le souligne ou le mentionne. Il y avait la photo qu'il lui avait envoyée depuis le RER ce matin-là. Pas les toits du 16e, pas la Tour Eiffel, pas quelque chose de spectaculaire. La banlieue nord dans la lumière grise du petit matin, les pavillons et les entrepôts et les pylônes électriques vus depuis les voies ferrées. Elle avait regardé cette photo longtemps depuis sa chambre d'hôtel à New York. Un soir de retour de Montréal, elle trouva un message de lui. Pas un appel, un message, parce qu'il avait appris à respecter le fait qu'elle dormait parfois à des heures où les autres étaient éveillés, et inversement. J'ai trouvé un espace dans le Marais, 60 mètres carrés, 2e étage, vue sur une cour intérieure avec un arbre. Je commence à travailler là en janvier. Si un jour tu veux voir, dis-moi. Elle répondit le lendemain matin depuis l'aéroport de Montréal-Trudeau, en attendant l'embarquement du vol retour, avec son café américain trop léger dans un gobelet en carton. « Quel arbre ?» Il répondit 3 minutes plus tard. « Je ne sais pas encore. Je dois vérifier. » Elle sourit.
Elle rangea le téléphone, elle embarqua. Le 1er janvier, Alexandre ouvrit le cabinet dans le Marais. Delacroix Impact, 7 lettres noires sur une plaque en métal brossée à côté de la porte cochère de la rue des Archives. L'espace était exactement ce qu'il avait dit. 60 mètres carrés, 2e étage, une grande fenêtre donnant sur une cour intérieure où il y avait effectivement un arbre, un platane dégarni par l'hiver, dont les branches projetaient des ombres géométriques sur les murs de pierre. Il y avait 2 bureaux, une table de réunion pour 6 personnes maximum, une bibliothèque encore vide et une machine à café italienne qu'il avait choisie lui-même parce que pour la première fois depuis longtemps, il avait une cuisine de bureau dans laquelle il pouvait faire du café lui-même. Sa première employée s'appelait Sonia Benchekroun. Elle avait 29 ans, un master en finances durables de Paris-Dauphine et elle venait d'Aubervilliers. Quand il lui avait proposé le poste, elle avait demandé à voir les critères d'investissement avant d'accepter le salaire. Alexandre lui avait montré ses notes. Elle avait lu pendant 20 minutes en silence, puis elle avait posé 6 questions très précises auxquelles il n'avait pas toutes les réponses. Il lui avait dit. Elle avait accepté. Le premier projet qu'ils financèrent ensemble fut une coopérative de maraîchage urbain à Staines. 12 emplois permanents, circuit court avec les cantines scolaires de Saint-Denis, financement initial de 200 000 €. Pas spectaculaire sur le papier. Exactement ce qu'il avait en tête. Camille vint voir le bureau un samedi de février. Elle arriva à 11 heures avec 2 cafés dans des gobelets de la boulangerie d'en bas et regarda l'espace avec l'attention de quelqu'un qui évalue quelque chose honnêtement plutôt que par politesse. « C'est bien, dit-elle. La bibliothèque est encore vide. Tu vas mettre quoi dedans? Des livres, idéalement. Elle sourit. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda la cour intérieure. Le platane était encore nu, mais il y avait dans les branches inférieures quelques bourgeons d'un vert très pâle, qui n'étaient pas là la semaine précédente. Il commence à reverdir, dit-elle. Je viens le vérifier tous les matins, dit-il. Elle se retourna vers lui avec une expression légèrement incrédule. Tous les matins, depuis 3 semaines, j'ai besoin de savoir que les choses qui doivent pousser poussent. Camille le regarda une seconde, puis elle regarda à nouveau le platane, puis elle prit une gorgée de son café. Alexandre ne dit rien d'autre. Il n'avait pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. La phrase avait le nombre exact de mots qu'elle devait avoir, et Camille l'avait entendue avec la précision qu'elle méritait. Ils passèrent 2 heures dans le bureau ce matin-là. Elle lui parla d'un article qu'elle avait lu sur les coopératives d'alimentation en Seine-Saint-Denis, qu'elle avait gardé pour lui, sans vraiment savoir pourquoi. Il lui montra les dossiers des projets en cours d'évaluation. Elle posa des questions directes et pratiques, le genre de questions que posent les gens qui ont grandi dans des endroits où les projets ambitieux se heurtent régulièrement à des réalités concrètes que les financeurs n'anticipent pas. Il prit des notes. Elle remarqua qu'il prenait des notes. « Tu notes tout ce que je dis ? Les choses qui comptent, pas n'importe quelle réponse. Cette réponse-là. » Avec cette simplicité-là. Camille posa son gobelet vide sur le bureau et regarda ses mains une seconde. Puis elle leva les yeux vers lui avec l'expression de quelqu'un qui a pris une décision sans tout à fait s'en apercevoir. Alexandre. Oui. Je ne veux pas que ça soit quelque chose qu'on laisse exister dans les interstices, les aéroports, les avions, le café, le mardi soir. Je veux que ça soit quelque chose de réel, ou que ça ne soit pas. Alexandre ne répondit pas immédiatement. Pas parce qu'il hésitait, mais parce que la phrase méritait mieux qu'une réponse réflexe, mieux que les mots qu'on dit quand on n'a pas vraiment réfléchi à ce qu'ils engagent. « Je ne t'ai jamais proposé les interstices, dit-il finalement. C'est ce que je pouvais offrir au début parce que c'est ce que j'avais. Ce n'est plus le cas. Qu'est-ce que tu as maintenant? Du temps. Un platane en train de reverdir, un billet de RER B dans la poche. Camille l'observa. Elle cherchait quelque chose dans son visage. Pas une preuve, pas une garantie, rien qu'on puisse donner à l'avance. Elle cherchait juste la présence réelle de quelqu'un qui n'est pas en train de performer une version de lui-même. Ce qu'elle trouva, c'était ça.
Précisément ça. Pas le PDG du 42e étage. Pas l'adolescent de Saint-Denis qui avait eu peur de traverser la rue. Quelqu'un entre les deux, encore imparfait, encore en train de comprendre des choses, mais présent, complètement présent. D'accord, dit-elle. Ce n'était pas une grande déclaration. 2 syllabes dans un bureau de 60 mètres carrés avec une bibliothèque vide et un platane à la fenêtre. Mais dans ces 2 syllabes, il y avait tout ce que les grandes déclarations ne contiennent jamais vraiment. La décision consciente de quelqu'un qui a pesé les choses honnêtement et choisi d'avancer quand même, les yeux ouverts, sans se raconter d'histoire. Alexandre posa sa main sur la table, paume vers le haut. Un geste simple, pas un geste de possession, un geste de proposition. Camille posa la sienne dessus. Dehors dans la cour, le platane de la rue des Archives continuait de reverdir millimètre par millimètre dans le froid de février, avec la patience tranquille des choses qui poussent parce que c'est leur nature de pousser et non parce que quelqu'un le décide. Le printemps arriva sur Paris avec le retard habituel des printemps du Nord. D'abord timidement, en crocus violet sur les pelouses du Trocadéro et en bourgeons hésitants sur les marronniers des boulevards. Puis, soudainement, en une semaine de mars, où la température monta de 8 degrés et où les terrasses de café réapparurent sur les trottoirs comme si personne ne les avait jamais rangées. La ville changea de texture, de lumière, de rythme. Les gens marchaient différemment. Les matins avaient une qualité particulière, cette luminosité dorée et oblique des matins de mars à Paris qui donne à chaque façade ordinaire l'air d'un tableau qu'on n'aurait pas eu l'idée de peindre, mais qui est là quand même. Dans le bureau de la rue des Archives, le platane de la cour intérieure avait maintenant des feuilles entières, vertes, légèrement brillantes, qui projetaient des ombres mouvantes sur le sol en pierre de la cour dès que le vent passait. Alexandre avait ajouté des livres à la bibliothèque. 3 dossiers de financement validés étaient posés sur le coin de son bureau. Sonia avait embauché un stagiaire de Master 2 venu de Nanterre qui arrivait chaque matin avec des questions auxquelles Alexandre n'avait pas toujours les réponses et qui prenait ça pour ce que c'était. Une indication qu'il construisait quelque chose en temps réel, sans modèle préexistant à copier. Camille continua de voler. Paris-New York, Paris-Tokyo, Paris-São Paulo, des lignes qui la portaient aux 4 coins d'un monde qu'elle regardait maintenant depuis les hublots, avec la familiarité tranquille de quelqu'un qui est vraiment chez soi dans les airs. Elle avait passé son évaluation annuelle avec mention et sa chef de cabine Isabelle lui avait dit, avec la concision de ceux qui ne font pas de compliments inutiles, qu'elle avait l'étoffe d'une chef d'équipe dans 2 ans si elle continuait comme ça. Camille avait hoché la tête et était retournée à sa liste de vérification. Pas par fausse modestie, par la satisfaction silencieuse de quelqu'un qui sait que la reconnaissance n'a de valeur que si le travail qui la précède était réel. Les dimanches appartenaient à Saint-Denis. Pas tous les dimanches. Les rotations ne le permettaient pas toujours, et ils avaient tous les deux appris à ne pas transformer le calendrier en contrainte. Mais assez souvent pour que ça devienne quelque chose. Une habitude douce, sans obligation déclarée, qui existait parce qu'il voulait qu'elle existe plutôt que parce qu'il s'y était formellement engagé. Un dimanche de mai, 6 mois après la réunion de la Tour de la Croix et 5 mois après l'ouverture du bureau du Marais, ils marchèrent jusqu'à la petite boulangerie de la rue de la République. Pas le marché du matin cette fois, juste la boulangerie, celle qui ouvrait à 7 heures et qui avait encore des croissants corrects à 9h30 si on arrivait avant que les familles du quartier aient tout pris. La patronne s'appelait Madame Okafor, une femme de 50 ans avec des tresses relevées et un tablier blanc toujours impeccable, malgré les heures de travail qui commençaient avant l'aube. Elle reconnut Camille. Elle la reconnaissait depuis toujours, depuis les matins de lycée où Camille venait acheter 2 pains au chocolat avec la monnaie exacte comptée dans la paume. Elle regarda Alexandre avec la curiosité directe et sans mauvaise intention des gens qui observent les changements dans le quartier et se font une opinion. « C'est qui, lui ?» dit-elle à Camille, devant Alexandre, comme si Alexandre n'était pas là. « Quelqu'un du quartier » dit Camille. Alexandre ne dit rien. Mais quelque chose changea imperceptiblement dans son expression.
Pas de la fierté au sens où on l'entend habituellement. Pas de la satisfaction d'être accepté. Mais quelque chose de plus simple et de plus profond. Être appelé quelqu'un du quartier dans la boulangerie de la rue de la République valait, ce matin-là, considérablement plus que n'importe quel titre inscrit sur une carte de visite. Madame Okafor leur tendit 2 croissants dans un sachet en papier brun avec un petit mouvement de tête qui signifiait clairement que la conversation était terminée et qu'il y avait d'autres clients derrière eux. Camille paya. Ils ressortirent. Le soleil de mai frappait la rue de la République à un angle bas et chaud, transformant le béton gris des façades en quelque chose de presque doré. Les platanes de la rue avaient leurs feuilles de printemps. Les mêmes feuilles que celui de la cour de la rue des Archives, le même vert légèrement brillant, le même frémissement sous le vent. Un groupe d'enfants traversait le trottoir, en courant derrière un ballon, poursuivi par une femme qui portait 2 sacs de course et criait leur prénom avec l'énergie d'une personne qui fait ça depuis suffisamment longtemps pour savoir que ça ne sert à rien, mais qui le fait quand même par principe. Ils s'assirent sur le banc à l'entrée du square. Le même banc en métal vert que Camille connaissait depuis l'enfance, avec le dossier légèrement tordu du côté gauche, parce qu'un scooter l'avait percuté un soir d'été, il y avait 3 ans, et que la mairie n'avait jamais tout à fait réparé. Alexandre cassa son croissant en 2, sans y réfléchir, et en tendit une moitié à Camille. Elle le prit. Ils mangèrent en regardant la rue. Il y avait dans ce moment une ordinarité absolue et une plénitude absolue. Et les deux coexistaient sans se contredire, comme si l'ordinarité était précisément la condition de la plénitude, comme si les choses les plus complètes ne pouvaient exister que dans les espaces les moins spectaculaires. « Tu penses à quoi ?» dit Camille, sans le regarder. Alexandre réfléchit honnêtement avant de répondre. « À Gérard Valois qui m'a demandé si je jetais des milliards par-dessus bord. Et je pense que c'était la mauvaise question. C'était quoi la bonne ? Il y eut un silence. Un bus passa dans la rue, ralentit devant l'arrêt, repartit. Un enfant, pas celui au ballon, un autre, plus petit, avec un manteau rouge trop grand pour lui, s'arrêta devant le banc et les regarda avec la franchise totale que seuls les enfants ont, puis repartit sans rien dire, parce que quelqu'un l'appelait depuis l'immeuble d'en face. La bonne question, dit Alexandre, c'était « Est-ce que ce que tu construis maintenant est quelque chose qui compte vraiment pour toi ?» Et la réponse, c'est oui, sur tous les plans. Camille finit son croissant. Elle s'essuya les doigts sur le sachet en papier brun. Elle regarda la rue de la République dans toute sa longueur, les façades mixtes d'immeubles des années 70 et de maisons du début du siècle, l'épicerie avec ses fruits dehors, la pharmacie où elle avait travaillé 4 ans avec ses affiches de vitamine C dans la vitrine, le ciel de mai d'un bleu particulièrement net au-dessus de tout ça. « Mon père dit que tu es revenu en banlieue, dit-elle. Ton père observe des choses. Il passe ses journées à regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est un mécanicien. C'est un diagnostic. C'est une observation. Il fait la différence. » Alexandre sourit légèrement. Pas le sourire contrôlé des réunions et des dîners professionnels, le sourire de quelqu'un qui est détendu au point de sourire sans raison importante, juste parce que le moment s'y prête. « Il a raison, dit-il. Je suis revenu. Pas revenu à Saint-Denis seulement, pas revenu à une géographie ou à une époque, revenu à quelque chose de plus difficile à nommer, une façon d'être dans le monde qui n'avait pas besoin de tout renvers pour exister, qui ne dépendait pas d'une évaluation trimestrielle ou d'une clause de réputation pour avoir de la valeur. Une façon d'être qui ressemblait à lui-même avant qu'il commence à ressembler à l'idée que les autres avaient de ce qu'il devait être. Camille se pencha légèrement vers lui, juste assez pour que leurs épaules se touchent sur le banc en métal vert avec le dossier tordu du côté gauche. Ce n'était pas un geste dramatique. C'était un geste de quelqu'un qui a décidé d'être là, simplement et complètement, sans réserve et sans spectacle. Alexandre ne bougea pas.
Il laissa le contact exister. Il regarda la rue devant eux, les enfants, les familles, le bus qui repassait dans l'autre sens, le ciel de mai au-dessus des toits de Saint-Denis, et il ressentit quelque chose qu'il n'aurait pas su nommer avec précision 6 mois plus tôt, parce qu'il n'avait pas eu de mot pour ça. Il avait un mot maintenant. Le mot était simple et il n'avait pas besoin d'être dit à voix haute pour être réel. 6 semaines plus tard, ils prirent le RER B ensemble depuis Saint-Denis jusqu'à Châtelet-les-Halles, un jeudi matin. Elle pour aller à Roissy, prendre son vol Paris-Nairobi. Lui pour descendre au Marais et retrouver Sonia et le stagiaire de Nanterre pour une réunion avec 2 porteurs de projets de Seine-Saint-Denis. Ils se séparèrent sur le quai de la station Les Halles avec la facilité de gens qui savent qu'ils ont chacun un endroit précis où aller et que ça ne remet pas en cause ce qu'ils sont l'un pour l'autre. Camille prit l'escalator vers la ligne B. Alexandre prit la sortie vers la rue. Et le dimanche suivant, comme le dimanche d'avant, comme les dimanches qui viendraient, ils se retrouvèrent sur la rue de la République avec 2 cafés et la lumière du matin sur les façades, dans le quartier où tout avait commencé et où quelque chose continuait maintenant, différemment, plus lentement, avec la solidité des choses construites à la bonne vitesse. Et là, sur ce banc en métal vert devant le square de Saint-Denis, en mangeant un croissant ordinaire un dimanche ordinaire de mai, Camille comprit ce qu'elle n'avait pas eu besoin de chercher parce que ça avait toujours été là, à portée de main, dans les choses simples que les gens pressés ne voient pas. Ce n'était pas le vol Paris-New York, ce n'était pas la carte de crédit noire, ce n'était pas l'appartement de 250 mètres carrés, ni même le bureau avec le platane de février reverdi en mai. C'était ça. Ce banc, ce croissant, cet homme à côté d'elle qui avait traversé une rue qu'il n'avait pas traversée 14 ans plus tôt, qui était revenu sans garantie et sans grandiloquence, qui prenait le RER B le matin et notait dans un carnet les questions auxquelles il n'avait pas encore les réponses, qui avait appris à regarder pousser les choses avec la patience de quelqu'un qui comprend enfin que c'est là que tout se passe vraiment. C'était la présence. C'était le choix renouvelé chaque jour d'être là plutôt qu'ailleurs. C'était la rue qu'on connaît depuis l'enfance vue avec les yeux de quelqu'un qui a voyagé assez loin pour comprendre ce qu'elle vaut. C'était tout ça en même temps, inséparable et indéfinissable, et c'était, elle le savait maintenant, avec la certitude tranquille des évidences tardives, exactement suffisant.